Nous préférons vous prévenir, cet épisode est destiné à un public averti. Alexia y raconte son accouchement, marqué par l'échec de la péridurale et une douleur vécue comme traumatique. Si ce sujet est sensible pour vous, prenez soin de vous en choisissant le bon moment pour l'écouter. Bonjour Alexia et bienvenue sur le podcast de Naissance Insulaire. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bonjour, moi c'est Alexia, j'ai 30 ans. Je suis maman d'une petite fille qui a bientôt 3 mois, en couple avec mon compagnon. On est fiancés, ça fait 11 ans qu'on est ensemble et je suis psychologue. Parfait. Est-ce que ça fait longtemps que tu es en Nouvelle-Calédonie ? Ça va faire bientôt 8 ans qu'on s'est installés ici. Ok, vous êtes arrivés tous les deux ? Oui, ouais. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de ta grossesse, de ton projet de bébé, mais surtout de ton accouchement, qui est arrivé il y a vraiment, vraiment pas longtemps. Mais c'est quand même vraiment le sujet principal de cet épisode. Donc, on va accélérer un petit peu. Est-ce qu'on peut commencer à ton projet bébé avec ton chéri ? Oui, pour nous, ça a toujours été une évidence qu'il y allait avoir un bébé à un moment donné. On s'est laissé un petit peu le temps de profiter de notre couple, de notre jeunesse. Et finalement, à l'approche de nos 10 ans de relation, on a essayé de mettre en route le projet bébé. Et ça arrivait relativement facilement, puisque 3 mois plus tard, je suis tombée enceinte. Et voilà. Ok. T'avais une contraception hormonale, t'as arrêté la pilule, enfin, ça s'est passé... Ouais, j'ai arrêté la pilule. Et voilà, comme je te dis, quelques mois plus tard, bébé était déjà là quelque part. Donc, c'était assez facile pour le coup. Ok. Ça t'a surprise d'être Moi, enceinte si j'étais rapidement ? persuadée que ça allait prendre hyper longtemps. Ça faisait 15 ans que j'étais sous pilule. J'étais vraiment persuadée que c'était un projet qui allait mettre du temps. Et finalement, elle a décidé d'arriver plutôt très vite et c'est super chouette. Parfait. Et comment s'est passée ta grossesse ? Alors, difficile dans le sens où j'ai eu des nausées, des vomissements pendant les 9 mois de grossesse, jusqu'à mon jour d'accouchement d'ailleurs. Donc, très fatiguée. Et voilà, au bout d'un moment, ça commençait à être compliqué. J'ai arrêté le travail un petit peu plus tôt finalement que prévu. Mais voilà, bébé allait très bien. Donc, finalement, c'était plutôt positif sur ce plan-là. Ok, donc mis à part les nausées qui ont été vraiment persistantes jusqu'à la fin de la grossesse, une belle grossesse. T'as Ah, pu profiter un peu quand même ? oui, ouais, je m'autorisais à quand même sortir, faire plein de choses. Enfin, tout ce que je pouvais le faire, je le faisais. Et puis voilà, comme je disais, bébé allait bien. Donc moi, médicalement, j'allais bien aussi. Donc finalement, j'imagine que ça reste une grossesse plutôt jolie, en tout cas, même si elle a été compliquée à vivre parce que très fatigante et douloureuse au niveau plutôt psychique. Parce que quand on vomit tous les jours, quand on a des nausées tous les jours, c'est pas toujours évident. Mais non, bébé allait très bien, donc c'était l'essentiel. Et tu me disais quand on a préparé l'épisode que vraiment tu allais jusqu'au bout de ta grossesse parce que tu es arrivée presque au jour de ton terme. Comment t'as su que c'était le jour J ? Alors déjà, j'avais qu'une envie, c'était qu'elle sorte. Moi, j'étais persuadée qu'elle allait sortir plusieurs semaines avant. Et non, elle était bien au chaud. J'ai cru plutôt même quelques semaines avant qu'elle commençait à sortir parce que j'avais pas mal de contractions finalement les dernières semaines. Donc à chaque fois que j'en avais, tu commences à compter. Enfin, tu suis un petit peu tout ce que la sage-femme elle te dit. Et puis non, elle a décidé de rester au chaud jusqu'à quasiment la date du terme. Et puis une nuit, donc dans la nuit du 23 au 24 juin, là, je sens les contractions beaucoup plus intenses que d'habitude, beaucoup plus douloureuses et qui commencent à être beaucoup moins espacées. Donc, tu commences à prendre ton petit chronomètre sur le téléphone, à essayer de compter tous les combien elles arrivent. Et puis, finalement, quand elles arrivent toutes les 5 minutes, je dis à mon chéri, on va peut-être prendre la voiture et commencer à partir à la clinique. C'est peut-être le moment, quoi. Ok. Et ça va, tu les gérais bien ? T'arrivais quand même à souffler entre les contractions ou c'était vraiment hyper intense dès le début ? Ça a été très douloureux très vite. Mais à ce moment-là, il y a tellement l'excitation d'arriver à la mater que du coup, ce moment-là, il était plutôt agréable finalement. Puis bon, c'était que le début du travail. Mais non, ce moment-là, il était plutôt excitant, plutôt enthousiaste, quoi. J'avais vite envie de prendre ma valise, la mettre dans la voiture et puis on y va, quoi. Tout était prêt, j'imagine, Tout puisque était tu prêt depuis l'attendais depuis longtemps. longtemps. Et comment tu imaginais ton accouchement ? Est-ce que tu avais fait un projet de naissance ? Est-ce que tu avais, je sais pas, quelque chose auquel tu tenais vraiment ? Je sais pas, ça peut être vraiment un détail ou un projet physio où tu savais que tu voulais une péridurale. En fait, comment tu avais projeté ton accouchement ? Alors moi, je suis pas du tout quelqu'un de stressé de base, donc puis je fais hyper confiance en la médecine de base. Donc je l'avais imaginé comme quelque chose de certes douloureux, compliqué, parce que ça reste un moment éprouvant et physiquement et émotionnellement.
Mais j'avais imaginé ça très bien finalement et je m'étais pas du tout projetée sur quelque chose de compliqué. J'avais hâte que ça se passe, j'avais hâte de la rencontrer. J'avais juste quelques petites choses. On avait préparé une petite playlist musicale, donc j'avais vraiment à cœur qu'on puisse la passer tout au long du travail. J'avais envie de tester le bain chaud pour pouvoir m'aider dans les contractions. Donc j'avais quelques petites choses comme ça que j'avais préparées pour mon projet de naissance. Je voulais à tout prix la péridurale parce que moi, je faisais confiance à la médecine. Je voulais vraiment ne pas ressentir la douleur et pouvoir être présente pour accueillir bébé pour autant. Ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. L'histoire nous le dira. Mais oui, j'avais ça en tête en tout cas. Et donc, comment ça se passe à l'arrivée à la clinique? Et donc, déjà, petite anecdote, donc on prend la voie express au moment où c'était l'heure de pointe. Donc, petite appréhension à ce moment-là, parce que énorme bouchon pour arriver jusqu'à la clinique. Donc, mon chéri fait une 3e voie sur la voie express pour qu'on puisse arriver rapidement à la clinique, même si l'histoire nous dira que j'accouche 27 heures plus tard. Mais sur le moment, tu as vite envie d'arriver à la clinique. Donc, déjà, petit pic de stress qui arrive à ce moment-là. Et puis, en fait, j'arrive du coup très rapidement à la clinique. La sage-femme me fait le premier monito et elle me dit effectivement que le travail commence tout doucement, mais que voilà, on n'est pas encore sur quelque chose de trop avancé, mais que les contractions commencent à venir et qu'on allait pouvoir très vite me mettre dans une chambre pour commencer à faire tous les petits exercices pour aider à la dilatation du col, etc. Et donc ensuite, ça commence à être beaucoup plus douloureux finalement les contractions. Et donc je demande à faire justement ce fameux bain chaud. Donc il me passe dans la salle d'accouchement. Et le bain fait énormément de bien. C'est vrai que quand on est dans l'eau, le corps est beaucoup plus... on se sent beaucoup plus à l'aise finalement. Donc j'arrive à gérer les contractions. Je reste à peu près 45 minutes, je pense, dans le bain. Et puis là, à un moment, je fais appel aux sages-femmes et je leur dis non, mais là, les contractions commencent à être vraiment trop douloureuses. Je commence à dilater un peu plus, mais le travail commence à être vraiment trop, trop douloureux. Et donc, je demande une première fois à ce qu'on me pose la péridurale. C'était à peu près midi, 13h à ce moment-là. Et donc, on me pose la péridurale. Donc, je sens bien, je sens le produit qui arrive dans le dos. Et à ce moment-là, je ne sens pas de différence sur mes contractions. Le fait est que c'est ton premier accouchement, c'est ton premier bébé, tu sais pas trop à quoi t'attendre finalement. J'avais pas notion à ce moment-là que la péri, elle devait atténuer grandement finalement mes douleurs. Là, je continue à ressentir tout. Mais bon, je laisse l'après-midi se passer. Donc là, j'essaye de faire pas mal de petites positions physio que la sage-femme, elle t'apprend pour aider la dilatation du col, aider bébé à descendre, etc. Et plus l'après-midi passe et plus les contractions deviennent hyper intenses. J'avais beau appuyer sur la petite poire là, pour injecter des bolus, je sentais que la péri, elle faisait pas effet, en fait. La nuit arrive, l'équipe change vers 18h, 18h30. Et là, je commence à regarder mon chéri et je lui dis on va passer une nuit compliquée. En fait, ça va être difficile parce qu'il se passe quelque chose dans mon corps que j'arrive pas à gérer et les douleurs sont beaucoup trop importantes. Je comprends pas. Il se passe quelque chose de pas bien. La nuit commence, les douleurs s'accentuent et vers minuit, un second anesthésiste arrive et décide de me reposer la péridurale pensant qu'elle était mal posée. Donc, il me la repose, puis ça se passe très vite. Là, cette fois-ci, mon chéri, on le fait sortir de la pièce. Donc, c'était plus stressant à ce moment-là parce qu'on sentait qu'il fallait faire vite, il fallait que ça soit bien fait. Et puis, ça ne change rien parce que les douleurs continuent de plus en plus intensément. Et là, je me souviens que je regarde mon chéri et je lui dis je ne vais pas pouvoir passer la nuit. En fait, c'est pas possible. Ça fait trop mal, c'est trop douloureux. Mon corps, il gère plus, il gère pas. Et je n'étais pas préparée à ça. Vraiment, moi, comme je disais, je faisais confiance en la médecine. Pour moi, la péri, elle fonctionne et c'est une évidence. Et je ne m'attendais pas à devoir gérer une douleur aussi forte que ça. On me demandait à chaque passage de la sage-femme, on me demandait mon EVA. Et j'avais envie de leur dire, mais plus que 10, c'est quoi ? Enfin, comment on fait ? Et bien sûr que c'est énorme. Là, je n'arrive pas à gérer. Et je crois qu'à un moment donné, mon cerveau, il s'est mis sur off, en fait. Je crois qu'à un moment donné, c'est que comme si mon corps, il s'est dit, OK, faut que tu sois une machine, il faut que tu fasses sortir cette petite fille de ton corps. Et mon cerveau, il a été obligé de se déconnecter comme pour me protéger finalement de cette douleur qui a été beaucoup trop intense et je dirais même inhumaine, quoi. Tu vois, moi, aujourd'hui, quand je fais le recul de ce que j'ai vécu, pour moi, ça a été une nuit de torture, en fait. Vraiment, si tu me dis, je te casse le bras à vif... presque, je préfère faire ça que la douleur que j'ai ressentie ce soir-là. Elle était beaucoup trop forte, vraiment. Tu parlais de VA tout à l'heure. Est-ce que tu peux définir rapidement ? Oui, en fait, c'est la sage-femme qui te demande finalement d'entre 0 à 10 la douleur que tu ressens. 0, c'est tout bas, il n'y a pas de douleur. Et 10, c'est une douleur qui est beaucoup trop intense. Et voilà, c'est le maximum finalement sur l'échelle que tu pourrais te donner, quoi. Mmh.
Et donc toi, en fait, t'étais tout le temps à 10. Ouais, alors au début, tu n'oses pas dire 10 parce que tu te dis, c'est le début du travail, qu'est-ce que ça va être après? Et puis à un moment donné, tu leur dis, bah oui, non, mais là, en fait, c'est trop, je peux plus. Donc oui, je suis au maximum de ce que je peux vivre, quoi. Et qu'est-ce qu'on te propose à ce moment-là? Eh ben, pas grand-chose. Pas grand-chose. Il y a une chose qui réussissait à me soulager, que j'ai eu le droit sur des très très courtes périodes pendant les 27 heures d'accouchement. C'est une sorte de petite solution qui m'injectait dans le cathéter de la péri, qui était une autre molécule en fait que celle de la péri. Et j'ai eu le droit à ça quelques fois pendant les 27 heures. Ça m'a soulagée pendant 40 minutes, pas plus. Et il n'y avait que ça qui faisait effet finalement. Au-delà de ça, j'ai pas eu de soutien. En fait, cette péridurale, elle n'a pas fonctionné. On a beaucoup investigué après. Au niveau des anesthésistes, des gynécos, m'ont dit que c'était une des premières fois qu'ils voyaient ça, que pour eux, c'était pas compréhensible et que finalement, sur le coup, cette douleur, elle n'a pas été entendue, elle n'a pas été écoutée, parce que c'était tellement rare d'avoir une femme qui n'était pas du tout réceptive à la péri, que pour eux, c'était presque pas possible finalement à ce moment-là. Donc, très peu d'autres solutions. En fin de travail, ce qui m'a sauvée, moi, je pense que c'est ce qui m'a sauvée, c'est que ma sage-femme déjà était hyper optimiste et voilà, cœur sur elle, ça a été mon soleil toute cette nuit d'horreur. Et en fait, elle me donne le gaz hilarant, le Méopa. Et je l'ai eu pendant quasiment 1 heure. Et au moment où elle m'apporte la bouteille, elle me dit, voilà, tu as une bouteille, fais-en ce que tu veux, ce que tu peux. Et ça m'a permis... Alors, je ressentais quand même toutes les contractions. Je n'avais pas ce sentiment d'être... hilar où je me sentais pas, je pense que la douleur était déjà tellement imprégnée, je me suis pas sentie euphorique, pas du tout, mais par contre je me suis dit ok, c'est comme une impulsion, une aide pour m'aider à gérer les contractions pendant 1 heure, et c'est ce qui m'a permis de dilater à 10, parce que sinon tout le long de la nuit j'arrivais pas à dépasser le 4-5, j'étais vraiment bloquée, j'étais tellement contractée qu'en fait j'arrivais pas, à cause de la douleur, qu'en fait j'arrivais pas à me dilater davantage pour laisser passer bébé. Parce que tu as vraiment fait zéro préparation pour un accouchement en fait sans péridurale, donc tu n'étais pas préparée à gérer cette douleur, c'est ça? Pas du tout. Ouais. Moi, comme je disais, je faisais vraiment confiance. Je me suis dit, mais la péri, tranquille. Donc, j'avais aucune notion. Alors, bien sûr, je suis psychologue, donc je sais travailler sur certaines notions de respiration, de visualisation mentale. J'avais quelques outils dans ma mallette, mais je n'étais pas prête à les utiliser là, à ce moment-là. Et puis j'avais pas envie, en fait. J'avais vraiment pas envie. Mon corps n'était pas préparé. Et en fait, mon bébé, on le saura à ce moment-là, au moment où je commence à dilater, mon bébé, elle pesait 4,1 kg à la naissance, et ça n'a pas été estimé aussi correctement. Elle était estimée beaucoup plus basse. Et donc, en fait, elle a galéré à descendre. Pour elle, ça a été très compliqué. C'est une warrior, franchement. Pour elle, ça a été hyper compliqué. Et donc, je pense qu'effectivement, mon corps n'était pas préparé à ce que ce soit aussi douloureux et à ce qu'elle soit aussi grosse, finalement, et qu'elle puisse descendre. Enfin, je suis un tout petit gabarit, donc on ne s'attendait pas à tout ça, en fait. Et à quel moment est-ce qu'elle arrive et là, tu as senti que ça allait être quand même la fin de la douleur? Et au petit matin, finalement, donc après l'utilisation du gaz, la sage-femme refait un check-up. Et comme je dis, je me souviens pas vraiment de tout. On a dû me raconter un petit peu parce que je pense que mon cerveau était vraiment déconnecté de tout ce que je vivais tellement j'avais mal. Et là, elle me dit, voilà, ok, t'es à 10, il va falloir pousser. Et donc là, je commence à pousser. Et en fait, très vite, elle me dit... non, arrête de pousser. On va appeler la gynéco. Il faut surtout que tu arrêtes de pousser. Et donc, la gynéco de garde arrive à ce moment-là. Et elle me dit, oui, effectivement, ta petite fille, elle va pas pouvoir passer. En fait, on va devoir la sortir avec les ventouses parce qu'elle est trop grosse, en fait, ta petite fille. Bon, pas dit comme ça, hein, mais c'est un peu l'idée. Et donc, effectivement, là, je pousse au moment où la gynéco me dit qu'il faut le faire, parce que, vu qu'elle la sortait avec les ventouses. Et là, je pense que la douleur, elle est au maximum de tout ce qui se passe, parce que tu comprends qu'il va y avoir des séquelles à vie sur ton corps à ce moment-là, bien sûr. Et une fois qu'elle sort, enfin, donc je vois effectivement tout le sang, il y a eu une grosse hémorragie au moment de la délivrance. Et je sens qu'il se passe des séquelles très importantes sur mon corps à ce moment-là. Mais d'un côté, je me dis, OK, elle est là, ça y est, c'est bon. Elle est en train d'arriver, elle est en train de sortir. Et quand il te la pose sur toi, il y a quelque chose de, OK, c'est bon, on y est, elle est sortie, quoi. Et finalement, j'ai mon bébé que quelques secondes sur moi. Il le redonne assez rapidement à papa parce qu'il y avait tout un travail chirurgical, j'ai envie de dire, à faire. En tout cas, il y avait des sutures importantes à faire à ce moment-là. Donc, j'ai eu 45 minutes de suture après le moment de la délivrance. Et donc, c'est un peu pour ça que je dis que c'était hors du temps. C'est que je voyais mon bébé dans le coin de la chambre, dans le coin de la salle d'accouchement avec papa. Et en même temps, moi, j'avais encore hyper mal parce que du coup, là, il y a le moment des sutures. J'avais une sorte de petite anesthésie locale qui a été faite, mais quelque part, mon corps était déjà tellement meurtri et tellement en douleur depuis déjà 27 heures
que j'ai quasiment tout senti. Et heureusement, encore une fois, il y a une sage-femme qui a été adorable, qui est venue au creux de mon oreille me faire un petit peu d'hypnose. Et c'est ce qui fait qu'à ce moment-là, mon cerveau, il était pas non plus présent dans la pièce et j'étais vraiment partie ailleurs. Donc, j'ai pas profité pleinement des premiers instants de mon bébé. C'est plutôt papa qui l'avait avec lui pour ces premiers instants-là. Moi, j'étais Oui, toi, tu avais besoin de soins. Ouais. Ouais. Et à quel moment l'équipe se rend compte que tu perds trop de sang? Et finalement, pas tout de suite. Là, il se termine le moment de la suture. Je reste un petit peu en salle d'accouchement pour reprendre un peu mes esprits, manger un peu parce que j'avais faim. Et quelques heures après, je rentre à la maternité, par la partie maternité dans ma chambre. Et au bout de quelques heures, je me rends compte que je perds énormément de sang. Mais encore une fois, c'est ton premier accouchement, c'est ton premier bébé, tu sais pas ce que c'est la perte normale, entre guillemets, de sang à ce moment-là. Et donc, j'interpelle une sage-femme en lui expliquant et en lui montrant. Et elle me dit, oui, effectivement, on va te repasser au niveau des blocs en fait, obstétriques, au niveau des salles d'accouchement dans un premier temps. Et donc, je repars en fauteuil roulant toute seule de l'autre côté, alors que mon fiancé reste avec bébé. Et donc, la gynéco arrive, la même que j'ai eue le matin même pour la naissance de ma fille. Elle me fait une échographie et elle se rend compte qu'effectivement, il va y avoir besoin d'une révision utérine. Alors déjà, elle te remet un petit peu d'ocytocine pour essayer de redéclencher des contractions dans un premier temps pour voir si ça peut pas partir tout seul naturellement. Donc quelques heures après, on se rend compte que non. Donc elle m'annonce que je vais devoir passer au bloc le soir même pour une révision utérine. Et donc là, on te propose quel type d'anesthésie pour la révision utérine ? Alors là, j'ai un troisième anesthésiste qui arrive en jeu et qui me propose 2 choses. Il me dit, j'ai un petit peu vu ce qui s'était passé pour vous la nuit dernière. J'ai compris que c'était compliqué. Je vous propose soit une anesthésie générale, soit une rachis. Et lui, il me précise bien quand même que j'ai forcément un peu mangé dans la journée et qu'une anesthésie générale, il peut y avoir des complications. En tout cas, c'est pas la chose la plus recommandée. Donc, il me dit, la rachis, c'est peut-être ce qu'il y a le plus safe. Le fait est que je l'ai revu bien après parce que mon dossier a été bien étudié. On a pris le temps de comprendre ce qui s'était passé ce jour-là et de comprendre l'absence au niveau de la gestion de la douleur, ce qui a été compliqué. Et lui-même me disait après coup que s'il avait eu une meilleure lecture de mon dossier à ce moment-là, il m'aurait obligée à faire l'anesthésie générale pour que j'ai vraiment 0 stress et 0 pression et que je puisse faire la révision utérine sans avoir peur d'avoir mal. Le fait est que j'ai fait la rachis. Excuse-moi. Est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que c'est la révision utérine ? Ce qui s'est passé pour toi avec tes mots ? Alors ouais, avec mes mots, parce qu'encore une fois, je suis pas médecin. En gros, de ce que j'ai compris, il y avait une hémorragie en fait, j'avais encore beaucoup de sang finalement dans mon utérus et ils sont venus aspirer en fait le sang qui restait. Voilà, c'est un peu comme ça que je dirais. Est-ce qu'il restait des morceaux de placenta ? Je sais pas. Ok. Non, je pense pas. Moi, j'avais vraiment notion que c'était du sang et on m'a parlé d'hémorragie, de caillots de sang en fait que j'avais dans l'utérus. Ok, donc ils sont venus, ils t'ont proposé de faire une révision utérine pour venir en fait nettoyer ton utérus et enlever tous les résidus. Ouais. Ok. Donc tu as une rachis anesthésie. Oui. T'es repassé au bloc. Ouais. Ça s'est passé comment là ? Comment t'as abordé cette nouvelle intervention avec déjà tout le stress que t'avais accumulé avant ? Pour le coup, ça faisait quasiment 2 jours parce que depuis le 24 que j'étais... que j'avais mon corps qui était hyper douloureux et finalement je tenais le choc, c'est-à-dire que j'ai pas pleuré une seule fois. Comme je disais, j'ai l'impression que mon corps il s'est mis en mode machine et là à ce moment-là quand l'anesthésiste il me dit ça, je m'effondre en pleurs devant lui et pareil les sages-femmes me sentent je pense un petit peu démunies parce qu'elles comprennent que j'ai mal et en fait je suis terrorisée à l'idée d'avoir à nouveau mal. Je leur explique que j'ai eu peur de partir. En fait, la nuit dernière, j'ai dit à mon compagnon, je lui ai dit, je vais pas pouvoir passer la nuit. En fait, vraiment, je me voyais partir de douleur. Et je leur dis là, mais c'est pas possible, vous me reproposez une nuit de douleur. Pour moi j'étais partie pour ressouffrir encore une fois. Et heureusement, l'anesthésiste a été très carré, très doux. Et il m'a dit, je te fais la rachis et personne ne te touche jusqu'à ce que tu ne m'assures pas d'avoir une anesthésie complète finalement du bas de ton corps. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il est resté là tout le long et il a été hyper minutieux sur le fait que la gynéco ne commençait pas son acte tant que j'étais pas anesthésiée totalement, ce qui a été le cas avec la rachis. Ok, donc là, ça s'est bien passé. Ouais. Et t'es retournée tout de suite auprès de bébé ? Quasiment. Après, ils te remettent en fait dans une des salles d'accouchement. Et là, j'ai été transfusée. J'ai eu 2 poches de sang parce que j'avais perdu beaucoup trop de sang. Et donc, à ce moment-là, ils ont fait venir papa et bébé dans la salle pendant que j'avais la transfusion.
parce que je me sentais pas bien quoi. À ce moment-là, je pense que j'avais besoin de mon bébé, j'avais besoin de les voir et j'avais besoin de soutien émotionnel aussi parce que ça a été une nuit très compliquée encore. Donc oui, je les ai vus dans la salle d'accouchement. Et là, on te dit que c'est fini, que tout va bien, que tu n'as plus de saignement. Enfin, sauf les saignements classiques d'après accouchement, bien sûr. Mais donc, tu repars en fait en mater, dans le service de maternité. Ouais, exact. Ok. Et dans tout ça, comment tu as pu faire ta rencontre avec ta fille? Est-ce que tu avais pour projet de faire une tétée d'accueil ou pas du tout? Ou est-ce que tu as réussi quand même à connecter un petit peu avec elle, prendre du temps pour la rencontre? Tu vois, comment tu as abordé toute cette rencontre-là en fonction de tout ce qui s'était passé pour toi? Alors, j'avais le projet de faire la tétée d'accueil que j'ai pas pu faire du coup par rapport à ce qui s'était passé quelques heures plus tôt. Et finalement, quand on rentre en chambre, donc après l'intervention, passage au bloc, etc., et après la transfusion, ça a été une évidence. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de chance. Ma fille, c'était un trésor. Elle était adorable. Elle pleurait pas. Elle était hyper douce. J'ai l'impression qu'elle avait compris finalement ce qu'on avait vécu, moi et son papa, bien sûr. Et du coup, ça a été une sorte de boule d'amour et le meilleur remède possible finalement à ce que j'avais vécu. Ça a été elle. Et donc, je crois que j'ai passé toute la nuit lovée contre elle. Vraiment, j'avais besoin de la sentir pour cette nuit-là. Et ça a été très beau à ce moment-là. Ouais. Ok. Et tu as pu faire un tétée d'accueil à ce moment-là ou ça n'a pas du tout été possible après? Non, du coup, j'ai pas tenté. Elle avait déjà commencé les biberons et j'ai pas fait. Ouais. Parce que si je me souviens bien, toi, tu n'avais pas de projet d'allaitement. Tu comptais pas allaiter, mais tu voulais juste faire une tétée d'accueil. Oui, exactement. Okay. Ouais. Et ça, tu l'as bien vécu quand même de ne pas pouvoir le faire C'est sûr que tu es toujours un peu déçue. Pour le coup, moi, mon accouchement, il s'est pas du tout passé de A à Z comme j'avais prévu. Donc oui, ça, c'est encore une petite déception sur ce que tu projettes, ce que tu as envie. Mais finalement, l'essentiel, c'était qu'elle aille bien, parce que j'avais aussi cette crainte. Après tout ce qui s'est passé, c'était non seulement que moi, il m'arrive quelque chose, mais c'est surtout qu'elle, elle aurait pu avoir son cœur qui décélère, qui ne tienne pas. Là, l'essentiel, c'était qu'elle soit en parfaite santé et que voilà, on ait pu profiter tous les trois après en mater. Donc, c'est pas grave s'il n'y a pas eu de tétée d'accueil. Il y a eu d'autres choses. Bien sûr. Et t'es restée combien de temps, du coup, dans le service de mater? Alors, je suis restée jusqu'au dimanche. Je pense qu'on aurait pu même peut-être sortir le samedi s'il n'y avait pas eu tout ce qui s'était passé, parce que vraiment, bébé était parfaite, elle prenait du poids, enfin, tout était très bien. Mais du coup, on est sorti que le dimanche midi. Et honnêtement, ça a été un séjour qui a été plutôt agréable. Il y a eu un vrai cocon autour de nous. Je pense que les sages-femmes qui se relayaient ont compris ce qui m'est arrivé, ce qui nous est arrivé, parce que ça a été aussi très difficile pour papa. Et du coup, il y avait une sorte de vrai cocon qui s'était tissé autour de nous, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur. Et c'est vrai que moi, ce séjour-là, ça a été une bonne note finalement de voir que tout ce personnel, tout ce professionnel de la santé pouvait être aussi compréhensif. Et voilà, j'ai la psychologue forcément qui est passée me voir aussi à la maternité, sachant ce qui s'était passé. Moi, c'est vrai que la première nuit, et pour moi ça c'était un moment qui a été marquant, c'est que la première nuit que je passe, je commence à faire des cauchemars, je commence à avoir des flashbacks. Je sens que je suis psychologue, moi les stress post-traumatiques, j'en traite très souvent finalement. Et je me dis, ok, là, on n'est plus que dans la théorie, je suis en train d'expérimenter quelque chose que j'ai pourtant l'habitude de traiter et d'aider les gens à aller faire avec, quoi, et à passer au-dessus de ça. Et là, je sentais que c'était moi qui étais concernée pour la première fois par ça. Et ça a été très dur parce que je me réveille de ça et je dis à mon chéri, toi aussi, tu as fait des cauchemars, toi aussi, tu as des mots, des sons, des choses qui te reviennent de manière hyper intrusive. Alors il me dit, bah non, moi j'ai pas vécu des choses comme toi, même si pour lui ça a été aussi très traumatique. Et là je comprends qu'il y a quelque chose qui va pas en fait à ce moment-là. Et ce séjour à la mater, il m'a fait du bien parce que on a pris soin de moi. Et quand est-ce qu'on t'a proposé de faire un bilan sur tout ce qui s'était passé, ou est-ce que c'est toi qui es retourné vers le service concerné pour avoir un peu plus d'explications et comprendre en fait? Très vite, il me propose de faire ce bilan. En plus, j'ai eu des perfusions de fer à refaire après mon séjour à la mater. Donc, de toute façon, j'y allais une semaine après, j'y suis retournée, etc. Donc, j'avais de nouveaux contacts avec les sages-femmes sur place. Et j'ai eu ce bilan qui s'est fait. Pour la petite histoire, j'attendais le retour de congé de la sage-femme qui m'avait accouchée. Donc, ça s'est pas fait tout de suite. Mais au courant du mois d'août, j'ai pu faire ce bilan, ce petit débrief postpartum. Et ça a été nécessaire parce que j'avais besoin de comprendre en fait ce qui s'était passé. J'ai un des anesthésistes de l'équipe qui a accepté de me rencontrer et qui a me proposé d'ailleurs de me rencontrer
à son cabinet. Et pareil, pour à nouveau poser des mots, pour comprendre ce qui s'était passé, pour comprendre peut-être comment on aurait pu faire différemment. Quelque part, je sentais qu'ils voulaient me rassurer tous sur le fait que je pouvais à nouveau tomber enceinte et à nouveau avoir un accouchement et que ça puisse se passer de manière totalement différente parce que moi, je leur ai dit très vite, mon bébé, elle sera fille unique et c'est tout. En fait, il n'y aura plus jamais de grossesse, il n'y aura plus jamais d'accouchement. En tout cas, moi, mon corps, il est plus capable de vivre ça. Et j'avais l'impression qu'ils voulaient me rassurer sur le fait, non, mais ça peut se passer différemment, t'inquiète pas. Il y a eu quelque chose de loupé. À ce moment-là, il y avait un vrai loupé, mais on peut faire différemment. Donc, ça a été important pour moi aussi d'entendre que tous les accouchements ne sont pas comme ça et qu'on peut faire différemment. En 2025, on peut vivre un accouchement de manière beaucoup plus douce. Et c'est une exception, en tout cas, j'espère. Parce que là, les explications qu'ils t'ont données, si je comprends bien, c'est que en fait, les deux péridurales que tu as, les 2 poses de péridurale, en tout cas, ont été bien effectuées, Ouais. mais c'est ton corps qui ne réagissait pas bien à la molécule, c'est ça? C'est ça, c'est l'explication. Qui doit t'anesthésier. Exact, c'est l'explication la plus plausible aujourd'hui. C'est que mon corps ne réagit pas à cette molécule-là. Et donc, voilà, il y a d'autres moyens de soulager la douleur, mais celle-ci je fais partie du petit pourcentage de personnes qui ne réagit pas à cette molécule-là. Et pour le coup, mon corps n'a pas du tout été anesthésié ce soir-là, quoi. Oui, donc tu as eu le combo pas d'anesthésie et pas de préparation à l'accouchement physio. Donc en fait, Ouais. tu t'es pris la douleur comme un mur, c'est ça? Ouais, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Puis je pense aussi, gros bébé, mine de rien, parce que c'était pas une petite crevette. Donc, voilà, elle a dû faire son petit chemin pour sortir. Et je pense que tout ce combo-là, le manque de préparation et la douleur intense vécue à ce moment-là, pour moi, ça a été traumatisant, quoi. Tu me disais tout à l'heure que depuis l'entretien qu'on a eu, on t'a posé un diagnostic de stress post-traumatique. Ouais. Quand est-ce qu'on t'a posé ce diagnostic et est-ce que ça t'a fait du bien d'avoir un diagnostic? Ouais. Et moi, honnêtement, je pense que très vite, je l'avais dans ma tête parce que ça Bien reste sûr. mon métier. Quoique des fois, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Donc, j'ai eu besoin que ma gynéco, principalement, puisse m'aider à poser ces mots-là. Et puis finalement, toute l'équipe après qui m'a suivie, tant sur le plan physique que psychologique. Et très vite, une fois que le diagnostic est posé, officiellement, on va dire, bah oui, ça va bien de me comprendre. En fait, ok, il va falloir mettre en place des choses pour aider à soulager l'aspect psychique parce qu'il y a une cicatrisation tant physique à ce moment-là, mais surtout émotionnelle à faire. Donc oui, ce diagnostic, il était vital pour qu'on puisse avancer. Et moi et mon conjoint. Okay. Et qu'est-ce que tu as mis en place là pour... Après le diagnostic, qu'est-ce que tu as mis en place pour t'aider? Alors, ce qui était important pour moi, et c'est aussi un petit peu ce qui m'a poussée à faire ce podcast, ça a été de montrer que voilà, il peut se passer quelque chose de traumatique, de difficile, de déstabilisant dans une vie, puisque nous, c'est comme ça qu'on a vécu ce jour-là, cette nuit-là. Mais quelque part, l'idée, ça a été de puiser toutes les ressources nécessaires dans notre entourage, dans notre famille. On a la chance d'être hyper bien entourés en Calédonie, d'avoir beaucoup, beaucoup d'amis. Et de se dire, tiens, voilà, quel professionnel de la santé aussi on va pouvoir aller mobiliser, parce que ça fait quand même partie des choses que, voilà, il fallait qu'on puisse aller en parler à des gens spécialisés. Donc, on fait par exemple des séances d'hypnose très régulières aujourd'hui pour nous aider à aller mieux. Et ça nous fait beaucoup de bien, en fait. On se rend compte que ça, plus tout l'amour que nous porte notre bébé et puis notre couple qui était effectivement très solide et qui nous a surtout permis de pouvoir poser des mots dessus, sur ce qui s'est passé, de pouvoir avancer. Tout ça, c'est plein de petites ressources qu'on a essayé de mettre en place. Et puis, tout ce qu'il faut de toute façon, je pense, mettre en place après un accouchement, prendre du temps pour soi. Toutes les petites choses dont on a déjà parlé sur les précédents podcasts, je pense. Mais ça, c'était précieux, en fait, de pouvoir se dire il faut penser à nous pour avancer dans les meilleures conditions, tous les 3. Tu me disais aussi que le retour à la maison était assez éprouvant parce que ton corps était encore très fatigué de tout ce qui s'était passé. Et du coup, ton conjoint a dû poser plus de jours. Ça, il a dû poser du congé après son congé paternité pour rester avec vous. Ouais. On n'avait pas forcément prévu ça. En tout cas, il avait prévu de poser que quelques jours au retour à la maison. Et finalement, vu l'état de santé physique et psychique, vu la fatigue même émotionnelle que j'avais à ce moment-là, et j'avais encore beaucoup, beaucoup de douleurs physiques, ça a été nécessaire pour lui de prendre soin de ces 2 femmes, du coup, et de rester un peu plus longtemps à la maison. Alors, pas non plus des mois, mais il a pris quelques congés supplémentaires pour prendre soin de nous. Ouais. Trop chouette. Quand c'est possible, trop bien. Ouais. Qu'il ait eu, en tout cas, lui, l'initiative de le faire. Là, t'en es où aujourd'hui? Du coup, tu me dis que tu avais fait quelques séances d'hypnose. Est-ce que tu vas voir une psy aussi? Ou c'est difficile pour toi d'aller voir une psy en tant que psychologue? La question piège. Ce qui est honnêtement, pour être assez transparente, ce qui est difficile sur le territoire, c'est qu'on est peu nombreuses comme psychologues. Enfin, on est un certain nombre, mais
on est vite amené à se rencontrer dans d'autres cadres, dans le cadre professionnel notamment. Donc, c'est pas toujours évident d'aller faire une thérapie sur place, bien que j'ai rencontré la psychologue à la maternité et que ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, c'est pour ça que je me suis plus tournée vers l'hypnothérapie. J'avais besoin de voir d'autres collègues qui sont des collègues aussi, mais voilà, d'aller chercher une autre profession pour que ce soit plus facile pour moi de me livrer sans avoir peur de rencontrer la personne dans un autre cadre, notamment dans le cadre professionnel après, quoi. Et je vais mieux depuis, ça va. Je continue à prendre soin de moi, mais on va mieux. Parfait. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour le futur ? Et dans un futur très proche, ça va être la reprise du travail. Et donc, ça va être, je pense, voilà, de continuer à avancer en tant que maman et de reprendre ma vie active au travail, de pouvoir jongler au mieux, j'espère, sur les 2 plans. Et puis, souhaiter qu'on aille bien, qu'il y ait plein de bonheur dans notre petite famille, je pense. C'est tout ce qu'on te souhaite. Merci. Nous, du coup, en fin d'épisode, on demande à nos invités de laisser un petit mot pour leurs enfants. Donc, toi, en l'occurrence, pour ta petite fille. Est-ce que tu peux lui laisser un petit mot si jamais elle écoute le podcast un jour ou si tu as envie de lui faire écouter juste la fin ? Je lui dirais que si tout ça, c'était à revivre, on le referait 100 fois, 1000 fois de toute façon pour la rencontrer. C'est la plus belle chose qui nous soit arrivée. Et voilà, les petites larmes montent. Et non, vraiment, c'est notre petit trésor. On l'aime très, très fort. Et peut-être qu'après l'écoute de ce podcast, elle comprend mieux pourquoi elle est fille unique. Mais voilà, ça fait beaucoup plus d'amour à lui donner de toute façon. Et voilà, on l'aime beaucoup. Très bien. Mais merci beaucoup, Alexia. On te fait des gros bisous. Merci, et merci d'être venue déposer ton témoignage. Merci.